Hello les amis et bienvenue chez vous. Souvenons-nous, c'était le 16 mars 2020. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Bonjour, docteur Gilles Poumerol, et merci d'apporter votre éclairage bénévolement pour nous faire partager votre vision en qualité d'ami du réseau Agora Manager sur les sujets de santé publique. Un remerciement au passage à Céline Chemereuil, votre nièce, avec qui nous avons le plaisir de travailler au quotidien. Votre parcours, c'est 30 ans de travaux sur les épidémies et pandémies à l'OMS. Des cours sur la sécurité sanitaire mondiale avec le Centre pour les politiques de sécurité à Genève et un travail à temps partiel comme médecin coordinateur au sein d'une association prenant en charge des handicapés mentaux. Je rappelle que vous êtes intervenu, et encore merci, une semaine après, ou 15 jours après ce début de confinement. Nous étions début avril. Maintenant, on va pouvoir démarrer et se dire on a du recul, on a du vécu. Première question, Gilles, si vous me permettez. L'OMS a-t-elle été bien suivie ? Alors d'abord, merci de votre invitation. Et c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau 1 an et demi après le début de cette pandémie pour faire le point. Alors l'OMS, comme nous l'avions dit il y a 1 an et demi, est une institution qui a des moyens relativement limités. Donc l'OMS a fait, je pense, ce qu'elle pouvait, et l'a bien fait durant cette 1 année et demie, mais avec ses moyens limités, financiers, ressources humaines. Et puis l'OMS ne peut donner que des recommandations que les États suivent ou ne suivent pas. Si on se souvient bien, vous nous aviez expliqué que le budget de l'OMS, c'est le budget de fonctionnement de l'hôpital de Genève. Oui, absolument. Oui. C'est un budget qui est modeste, hein, mais quand même, il y a eu, durant ce Covid, une contribution de plusieurs États, de plusieurs entreprises à l'OMS qui ont donné un budget assez conséquent pour cette période de crise, hein, pour aider les pays à s'équiper, à former. Donc, il y a eu, heureusement, une mobilisation financière quand même qui a augmenté les capacités financières de l'institution. Voilà. Donc, l'OMS, je pense, a fait un bon travail, mais avec les limitations financières et le fait que l'OMS n'a pas le pouvoir d'imposer certaines mesures. Et on a pu voir le comportement d'un certain nombre de pays, très limité heureusement, voilà, mais qui ont entraîné des catastrophes absolument incroyables. Oui. On peut penser au Brésil, par exemple. Voilà. La France, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, moi je veux bien être clair, enfin je n'ai pas de conflit d'intérêt, hein, c'est-à-dire je ne travaille plus à l'OMS, je ne travaille pas pour le gouvernement français, donc je donne une opinion tout à fait personnelle et indépendante. Bon, je pense que le travail qui a été fait en France est un très bon travail. On a réagi très rapidement, avec une situation difficile. Je pense que les autorités ont su s'ajuster et ont su prendre des mesures difficiles à prendre politiquement. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait et je pense que maintenant, nous en reparlerons plus tard, mais on voit le résultat positif. Je pense que vous avez quelques chiffres à nous livrer. Donc Oui. Alors pour faire le point, actuellement, où en sommes-nous ? Au niveau du nombre de décès estimés dans le monde, alors bon, il y a un chiffre qui est donné actuellement de nombre de décès reportés, mais on sait très bien qu'il y a un grand nombre de pays qui ne sont pas en mesure de collecter ces données de façon appropriée.
Donc, on peut estimer actuellement qu'il y a probablement une quinzaine de millions de personnes qui sont décédées du Covid en l'espace d'1 an et demi. Donc, c'est quand même une épidémie sérieuse, hein. Si on la compare au sida, par exemple, en 30 ans, on est à peu près à 30 millions de personnes qui sont décédées. Donc, vous voyez, là, en 1 an et demi, on a 15 millions de personnes qui décèdent. Donc, c'est une épidémie sérieuse, une pandémie sérieuse. Bon, il y a quand même un taux, le taux des asymptomatiques, pour le coup, qui me paraît encore étrangement élevé. Donc, on est à combien ? Alors, asymptomatique, autour de 20 à 30%. C'est l'estimation actuelle. Ça a descendu un petit peu par rapport à ce que je vous avais dit avant. On avait pensé 50%. Là, on est autour de 20 à 30% d'asymptomatiques. Donc, 80% de personnes qui ont des symptômes, la plupart des symptômes mineurs, mais quand même 15% qui vont avoir des symptômes relativement sérieux, qui vont justifier une hospitalisation parfois. 5% qui vont passer en soins intensifs, donc des cas très sérieux. Et on estime maintenant à peu près 0,5 à 1% de décès. Alors on est plutôt sur des populations jeunes dans ce cas-là ? Alors les décès jusqu'à récemment. Pour les asymptomatiques, enfants, jeunes adultes. Ah oui, les asymptomatiques, oui. Oui, alors les asymptomatiques, essentiellement des jeunes, ou des enfants, ou des jeunes adultes, hein. Oui, c'est vrai que ça touche plutôt ces populations-là. Oui. Bon, après, j'imagine que les gens ont un point sur le sujet. Il y a les pour et contre le vaccin sur les jeunes populations. Oui, alors effectivement, c'est un débat actuel. Ce qu'on observe, si vous voulez, bon, à juste titre, je crois que la France a priorisé la vaccination des personnes à risque au départ, hein, les personnes âgées, les personnes qui étaient porteurs de maladies chroniques, qui étaient en immunodéficience, donc ça c'était tout à fait justifié. Puis ensuite on est descendu dans les tranches d'âge, ce qui veut dire que les gens d'un certain âge ont pratiquement tous été vaccinés. Et puis maintenant nous sommes sur la tranche de population, disons, en dessous de 30 ans, hein, pour la vaccination, jusqu'à l'âge de 12 ans, maintenant, puisqu'on peut vacciner à partir de 12 ans. Et ce sont ceux-là, maintenant, qui sont les plus exposés à la vaccination, à l'infection, parce qu'ils ne sont pas encore toujours vaccinés, hein. Donc on est en train de maintenant vacciner ces populations plus jeunes. Et c'est tout à fait justifié. Très probablement, on va descendre en dessous jusqu'à l'âge de 5 ans, voire même, peut-être dans quelques mois. Alors Gilles, si on part, effectivement, on essaie de redescendre les populations. Après, on peut avoir des avis, chacun peut avoir le sien, bien évidemment. Sur les traitements, apparemment, il y a eu de considérables améliorations sur l'amélioration des traitements. Oui. On a appris durant cette année et demie à mieux gérer cette infection. Donc, traitements corticoïdes qui ont un effet très, très important sur la réduction de l'inflammation. On a aussi des anticorps monoclonaux chez les gens qui sont vraiment à gros risque parce qu'immunodéprimés. Et puis, maintenant, on est en train de développer des antirétroviraux et d'autres molécules qui vont probablement réduire les symptômes et réduire la morbidité, comme on dit, et la mortalité. Gilles, si on fait un peu de pédagogie, on va enchaîner sur le mode de transmission. Oui. Et on va se rappeler les bonnes bases. Alors, vous avez une diapo là-dessus. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais mettre en avant là-dessus, la première diapositive que je voulais vous montrer, c'est cette diapositive sur la transmission par aérosol. Alors, on avait beaucoup parlé au début de la transmission au contact des objets, hein, par essentiellement des petites gouttelettes qui sont émises quand on tousse, quand on éternue, qui vont se déposer sur des objets. Donc ça, c'était le mode de transmission privilégié au départ, mais on s'est rendu compte récemment que la transmission par aérosol, quand on parle, comme je le fais maintenant, quand on parle, on émet des gouttelettes très très fines qui partent en suspension dans l'air, et qui vont diffuser relativement loin, puisque ça peut être à plusieurs mètres, et que c'est un mode de transmission essentiel maintenant. On s'en rend compte. Donc, voilà. À part Donc, ça, en fait, le mètre ou le mètre 50 ou tout ce que n'a pas de réalité, on peut avoir des gouttelettes en suspension. Oui. Et donc, nécessairement, c'est là où on demande de ventiler les pièces. Voilà, tout à fait. Alors, sur cette diapositive, vous voyez, bon, c'est en anglais, vous voyez là, mais en extérieur, outdoors,
vous voyez l'aérosol qui se disperse donc, quand on parle, avec le vent qui va entraîner cet aérosol. Alors évidemment, si le vent vient de mon dos, il va se diriger vers vous, cet aérosol. Ces gouttelettes très fines infectées vont se diriger vers vous. Et puis, ça peut atteindre plusieurs mètres. Maintenant, quand vous êtes en intérieur, même chose. Donc, cet aérosol peut diffuser à la personne proche, mais va aussi rester en suspension dans la pièce, pendant parfois plusieurs heures. Donc, d'où l'importance de ventiler autant que possible, d'ouvrir les fenêtres, de laisser l'air circuler le plus possible. La climatisation, les VMC, alors, il y a un sujet. Alors, la climatisation, les VMC, voilà. Alors là, je vous ai mis une diapositive où vous voyez donc différentes situations. Par exemple, la situation A, où on recommande plusieurs personnes dans une pièce, donc mettre un ventilateur qui va pulser l'air du bas vers le haut pour que cet ensemble de gouttelettes, vous voyez, qui sont dessinées en rouge ici, puisse s'évacuer vers le haut de la pièce et pas se mélanger avec tout le monde. Une autre situation, c'est les restaurants, où on a aussi un système de ventilation qui va permettre d'évacuer ces gouttelettes en suspension de chaque côté de la table. Une autre situation, par exemple, c'est cette boîte de nuit, où là, l'aération sera faite par le bas vers le haut pour pouvoir donc évacuer ces gouttelettes. Et une dernière situation en D, qui est la situation en face à face, dans un café, par exemple, où on peut mettre un système de ventilation sur la table qui permet de capter ces gouttelettes et de les évacuer vers le haut. Donc ça, nécessairement, ce sont des investissements importants sur un secteur d'activité dont on ne peut pas dire qu'ils aient tiré beaucoup de bénéfices de la situation. Oui. Donc, techniquement, tout cela existe ? Alors, ça existe, il faut y réfléchir, il faut ajuster, il y a des possibilités d'adapter les systèmes de ventilation. Mais bon, là-dessus, moi, je voulais quand même vous partager avec vous une expérience que j'ai eue, puisque je vous ai dit, je travaille dans des institutions donc, qui s'occupent de personnes handicapées. On a une institution où, en l'espace de 2 semaines, 80 personnes se sont infectées, alors qu'ils prenaient toutes les précautions qu'il fallait. Donc moi, j'étais le premier surpris. Donc on a vérifié. Et en fait, la décision avait été prise de réunir la plupart des gens dans une grande pièce où la ventilation était la meilleure. Donc, c'était quand même une surprise qu'ayant toutes ces méthodes de protection, ces personnes soient infectées. Et en vérifiant, on s'est aperçu que la ventilation n'avait pas été connectée par le constructeur. Donc, il n'y avait pas de ventilation dans cette pièce. Et 80 personnes se sont infectées, dont 4 sont décédées. Vous voyez, donc c'était dramatique pour nous. Mais c'est là où il faut être très vigilant avec ces systèmes de ventilation. Il faut les vérifier, il faut s'assurer que le système est bien monté, protège les gens. Les filtres soient bien changés, voilà. etc. Et à défaut, il faut ouvrir les fenêtres le plus possible pour permettre une ventilation naturelle des espaces clos. Alors, pour limiter, quel type de stratégie faut-il avoir, puisqu'on est encore en risque, qu'on se le dise. Donc, quelles sont les possibilités et différentes approches de contrôle ? Alors, donc je vous partage avec vous cette diapositive. Donc, une des stratégies vis-à-vis des épidémies, c'est l'éradication. Alors, l'éradication, on a réussi une seule fois dans le monde à la faire, c'était dans les années 80, c'était pour la variole, grâce au vaccin. On avait un vaccin très efficace qui avait peu d'effets secondaires. Donc on a réussi à éradiquer ce virus de la planète, il n'existe plus sur la planète. Donc c'était une très bonne chose, mais ce ne sera pas possible avec ce virus du Covid. Alors l'autre option, c'est éliminer d'un pays ou d'une région. Alors certains l'ont essayé de le faire, comme la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, excusez-moi, donc l'Australie. C'est la théorie de l'enfermement. Voilà, c'est ça, d'un espace clos où le virus ne va pas rentrer. Israël. Voilà. Alors non, Israël c'était différent. Non, Israël c'était la troisième stratégie. L'élimination, je dirais, c'était surtout l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, qui ont essayé ces stratégies d'éliminer le virus, d'éviter qu'il rentre dans le pays, ou s'il rentrait, de l'éliminer avec des mesures très contraignantes. Et ça n'a pas marché. Voilà, l'Australie fait face maintenant à des épidémies, la Nouvelle-Zélande aussi. En Chine, il y a aussi des épidémies. Donc ça, ce n'est pas non plus une option. Donc on est sur éliminer. Alors maintenant, on passe sur contrôler. Contrôler, c'est-à-dire réduire la transmission. Et là, ce sont les stratégies qu'on a adoptées
dans les pays européens et puis dans beaucoup de pays au niveau mondial. C'est le contrôle, réduire la transmission. Donc ça, c'est l'approche qui marche actuellement. Et pour donc, ça, le contrôle, on rappelle les moyens. Est-ce que la prise de température est toujours ou alors c'était un peu fumeux alors sur le PCR. Voilà, sur les moyens, on va y revenir un petit peu. Le contrôle de température, oui, c'est un des moyens. Mais le contrôle, c'est une combinaison de moyens. Il n'y a pas le moyen idéal magique. Il y a une combinaison d'interventions qu'on peut faire, et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais alors donc, ce contrôle, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on évite le débordement du système de santé, comme on l'a vu en France, et puis on fait un certain nombre d'interventions pour avoir un taux bas de transmission. Alors, quelles sont ces interventions ? Alors, les interventions, elles sont basées sur ce principe, un petit peu, ce taux de reproduction de base, qui est un petit peu scientifique, mais voilà, c'est un taux qu'on appelle le taux R0, dont vous avez entendu parler sûrement à la radio ou à la télévision. Et si ce taux est au-dessus de 1, eh bien l'épidémie progresse. S'il est en dessous de 1, l'épidémie ralentit, voire s'arrête. Alors, ce taux tient compte de 3 facteurs. 1, ce qu'on appelle la probabilité de transmission. 2, ce qu'on appelle le taux de contact. Et 3, ce qu'on appelle la durée de la période contagieuse. Alors, pour travailler sur ces 3 éléments, donc on a différentes interventions, et comme je vous disais... Donc, comment réduire la probabilité de transmission qui sera Voilà, comment réduire point. Premier point. Alors, réduire la probabilité de transmission, c'est ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire, et ailleurs, dans d'autres pays... Mesures barrières, hygiène des mains, suppression des accolades, désinfection des lieux, identification et isolement des malades et des contacts, information, éducation, sensibilisation de la population, très important, tests éventuellement, et vaccin, bien sûr, qui est maintenant présent depuis le début de l'année. Alors, par rapport aux managers qui nous écoutent, on sent quand même qu'il y a une grosse relâche quand les gens reviennent dans l'entreprise. Oui. Donc, vous les invitez certainement à bien revoir toutes ces mesures, oui, et de bien les appliquer, puisqu'on n'est pas encore totalement sorti d'affaires, et peut-être pas du tout, même à très long terme, avec la mutation, on le verra plus tard. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il ne faut pas laisser tomber les méthodes de protection. C'est très important de les conserver, d'être prudent. Donc il est important de les rappeler en ce début, en cette rentrée et à ce retour progressif dans les entreprises. Absolument. Absolument. On passe à réduire le taux de contact. Alors réduire le taux de contact, c'est tout ce qui amène à une distanciation entre personnes, la distanciation sociale. Alors c'est le télétravail. Alors là, je pense que vous avez tous fait l'expérience du télétravail. C'est soit la présence à temps partiel sur le lieu de travail. Par exemple, vous avez 2 équipes, une équipe qui va travailler une semaine sur 2, soit ça peut être les personnes qui viennent certains jours spécifiques dans la semaine. Encore que ce qui marche le mieux, semble-t-il, c'est cette alternance d'équipes. Ouais, cette alternance d'équipes semble vraiment efficace, plus efficace pour réduire la transmission. Donc, si vous voulez, il faut éviter les regroupements, éviter le maximum les croisements entre les gens. On est a priori dans les chiffres sur les populations éligibles, évidemment, au télétravail. On est à peu près sur du 2 jours par semaine, quand même. C'est ça. Habituellement, c'est ce que font la plupart des entreprises actuellement. Alors, fermeture des écoles, ça c'est la période dure. C'est à la période dure. Maintenant, on s'assouplit parce que les choses vont un petit peu mieux. Limiter les regroupements, et puis familiaux, par exemple, regroupements sociaux. Là, on n'est plus du tout dans ce sujet, pour le coup. Bon. Vous pensez qu'on devrait... On devrait être prudent. On devrait être prudent parce que, vous savez, la transmission, je dirais le contexte le plus à risque de transmission, par exemple, c'est le pot entre collègues le soir dans une pièce fermée. Okay, on se retrouve à une 50aine dans une petite pièce fermée. On va enlever le masque parce qu'on va boire un verre. On va se parler à 20 cm de distance. Et voilà, on ne va pas ouvrir les fenêtres parce que le building n'a pas de fenêtres qui peuvent s'ouvrir. L'aération n'est pas particulièrement bien faite. Et voilà, là, on est dans une situation à haut risque. Si on fait ce pot dehors, on est à un risque beaucoup moindre. Alors,
Pour autant, on est autorisé à le faire, mais on doit y apporter la plus grande vigilance. Parce qu'on est autorisé à le faire. Nous, on a repris l'activité des clubs en présentiel. Oui. Des grands événements ont eu lieu déjà sur Paris, pas fatalement chez Agora, mais d'autres producteurs avec des 600 personnes. Oui. Donc, les autorisations sont bien là, mais vous attirez notre attention sur la plus grande vigilance. C'est-à-dire Absolument. porter le masque au maximum. Absolument. D'accord. Absolument. Il faut être prudent, il faut être vigilant. Les choses vont beaucoup mieux, on y reviendra, les choses vont beaucoup mieux, je suis plutôt optimiste pour l'avenir, mais il faut rester vigilant pour éviter que le virus continue à circuler et que le virus puisse affecter certaines personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Bon, et puis si tout va mal, on est en confinement, comme on l'a vu le 16 mars 2020, Bon, et là ça fait très mal. Voilà, bon, je pense qu'on n'y sera On plus. a quitté... Oui, je pense qu'on n'y sera plus à l'avenir. Voilà. Alors comment peut-on réduire la période de contagiosité ? Alors la période de contagiosité, c'est le vaccin. Le vaccin et les médicaments. Vous avez une réalité du pourcentage maintenant de gens vaccinés en France ? Alors là c'est très encourageant puisque je regardais sur tous anti-Covid. On est, alors de la population éligible, c'est-à-dire au-dessus de 12 ans, actuellement on est à 85% à peu près. Donc 85% première vaccination qui auront la seconde de toute façon. Donc c'est très encourageant. Alors sans oublier l'annonce de ce matin où on parle déjà du 3e vaccin. Voilà, le 3e vaccin vient d'être autorisé au niveau européen. Donc pour l'instant, il se concentre sur les populations à risque. Par exemple, moi je l'ai fait, j'ai 66 ans, donc je suis dans cette population à risque, je l'ai fait. Et ça va toucher donc les gens au-dessus de 65 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, qui sont en situation d'immunodépression, etc. Et puis peu à peu, je pense que effectivement, on recommandera ce rappel à la totalité de la population. Bon, après, il y a des questions qu'on peut se poser sur la vaccination, puisque on va être interpellé sur le vaccin contre la grippe. Cumuler les vaccins, est-ce que c'est dangereux, docteur ? Non, Gilles ? non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Vous pouvez faire vaccin grippe et vaccin Covid en même temps. Le vaccin grippe sera disponible à partir du 26 octobre, normalement. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps, sans problème. Et là, on attend quelque chose de particulier avec les informations que vous avez sur cette grippe ? Non. Ce sera une grippe classique ? Non. Là, j'avoue que je peux pas... On n'a pas encore d'infos. Non, on n'a pas d'infos. Ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, grâce à ces mesures de précaution de transmission de virus par voie aérienne, on n'a pas eu d'épidémie de grippe, vous le savez. Donc ça, c'est quand même, ça montre à quel point, si on prend des précautions, on peut contrôler ces maladies à transmission aérienne. On n'a pas eu non plus d'épidémie de gastro-entérite qu'on a pratiquement tous les hivers. C'est vrai, Désinfection des mains. La désinfection des mains qui a voilà, beaucoup hygiène, le fait de ne pas se serrer la main, etc. Bon, tout ça a joué un rôle. Et voilà, on s'aperçoit que quand même, il y a eu des effets bénéfiques autres que le Covid. Alors on se pose aussi la question pour les femmes enceintes, qui est un vrai sujet. Est-ce que le vaccin est dangereux ? Alors, voilà. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que, si vous voulez, je crois qu'il faut comprendre, on entend souvent, oui, mais bon, les autorités changent d'avis tout le temps, on nous disait ça il y a un mois, on nous dit autre chose maintenant. Bon, il faut être flexible, c'est-à-dire qu'on apprend. C'est un nouveau virus, une nouvelle pandémie. On apprend chaque jour, à travers les études scientifiques, les données, on apprend qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les stratégies à adopter. Alors avec les femmes enceintes, c'est un des exemples. Il y a quelques mois, on disait aux femmes enceintes, surtout ne faites pas le vaccin, il y a un risque potentiel pour vos enfants, pour les futurs enfants, etc. Maintenant, avec à l'appui bien sûr des données scientifiques qui viennent des États-Unis, mais aussi d'un certain nombre d'autres pays. Alors on a les anti-vaccins qui rajoutent une couche supplémentaire, qui disent que sur les populations jeunes, ça peut emmener de la stérilité. Non. Vous l'avez entendu ça aussi ? Non, absolument pas. Non, je crois que là, il faut être sérieux vis-à-vis du vaccin. Ça fait plus d'une centaine d'années. En tous les cas, les Français ont été sérieux avec plus de 80% de la population vaccinée. Oui, absolument. On a eu une adhésion très forte. Absolument. Mais je crois, bon, comme toujours, il y a des gens qui sont un peu anxieux, qui sont pas convaincus. Mais ça fait plus de 100 ans qu'on connaît les vaccins. Pasteur a fait le premier vaccin contre la rage. Donc, plus de 100 ans, c'est des techniques qu'on connaît bien. Et quand on connaît bien la phrase de Pasteur qui disait « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Ah ben je ne la connaissais pas. Se vacciner, c'est se préparer. Voilà.
et être prêt à répondre à la maladie. Voilà. Pas mal. Voilà, c'est très bien. Et donc, si vous voulez, on maîtrise bien et de mieux en mieux les technologies de vaccin. Donc, les études sont très, très rigoureuses. Donc, je dirais, quand un vaccin vient à disposition du public, il a été très sérieusement étudié. Les garanties de sécurité sont très, très bonnes. Donc, je crois que vis-à-vis de ça, il n'y a pas de... C'est le moyen de réponse. Voilà, c'est le moyen de réponse. Et pas de risque sur la fertilité des jeunes. Les femmes enceintes, on s'est rendu compte qu'avoir le Covid, alors je vous passe cette diapositive-là, avoir le Covid présente beaucoup de risques chez une femme enceinte, risque de prématurité, risque de mort à la naissance, ou risque du nouveau-né qui aille en réanimation. On est à des risques de l'ordre de 5 fois plus. Donc, vous voyez, par contre, maintenant, les données sur le vaccin montrent que les femmes enceintes, il n'y a pas de problème, elles peuvent se faire vacciner, elles doivent se faire vacciner. Super, une très bonne nouvelle. On doit accélérer un petit peu, on va parler des variants. Oui. Alors, les variants, on doit s'en inquiéter? Alors bon, les variants, vous savez, les virus, quand ils se multiplient, ils changent tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu. Un virus qui se multiplie va avoir des mutations, on appelle ça. Donc ça, c'est fréquent pour tous les virus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la recombinaison aussi, c'est-à-dire que les parties d'ARN se recombinent entre différents virus. Et c'est pour ça qu'il est peut-être préférable d'avoir un vaccin en ARN messager ou pas? Parce que ça aussi, c'est un gros sujet de discussion. Alors, le vaccin ARN messager, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle technologie. Bon, attention, une nouvelle technologie qui est étudiée depuis 30 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Nouvelle technologie qui a donné une protection maximale, c'est-à-dire qu'on est à plus de 90% de protection contre les formes graves, et de l'ordre de 80% pour la transmission. Donc on est vraiment avec un vaccin miraculeux, je dirais, qui a des effets secondaires minimes. On va vers ce vaccin irrémédiablement en ARN. On va arrêter les autres types de vaccins. J'en serais pas surpris. Bon, les autres vaccins marchent bien aussi, mais le vaccin ARN messager est vraiment une technologie extraordinaire. Donc, je pense que effectivement, on va aller vers ça. Et alors, l'avantage aussi du vaccin ARN messager, c'est que si on a un nouveau variant qui arrive, en 2 mois, on peut développer un nouveau vaccin. Donc, si on a un variant plus agressif, plus contagieux qui arrive demain, pour lequel l'ancien vaccin ne marche pas très bien, on pourra en 2 mois ajuster le vaccin, l'adapter et donner un rappel pour protéger la population. En gros, on a en timing 2 mois pour pouvoir réagir. 2 mois, puis après il faut bien sûr... 2 mois production comprise ou... Non, 2 mois pour développer. 2 mois pour réagir. Oui, pour développer, ensuite il faut le produire. Donc on est en gros à 6 mois maintenant avec une réindustrialisation sur la France dont on peut se féliciter aussi. Voilà. Les variants, d'où ça vient? Ça vient des populations non vaccinées, des pays qui n'ont pas atteint ces scores de 60... on parle de 70% en gros qu'il faudrait atteindre par pays? En termes de vaccination? En termes de vaccination pour... Alors là, si vous voulez, ça dépend du type de virus. Par exemple, vous savez, il y a ce variant Delta actuellement qui est beaucoup plus contagieux que le variant initial qui avait déclenché cette pandémie. On est de l'ordre d'un R0, je vous ai parlé, de l'ordre de 6, c'est-à-dire qu'une personne infectée va contaminer 6 personnes, vous voyez. Donc très contagieux, un petit peu plus agressif aussi, c'est-à-dire que les gens sont un peu plus malades avec le variant Delta. Bon. Mais les causes? Alors, pourquoi on a ces variants? Pourquoi on a ces variants? Comme je vous ai dit, quand le virus se multiplie, il bute. Donc il y a aussi des recombinaisons. Alors évidemment, plus il se multiplie, plus ces mutations sont fréquentes. Alors évidemment, si on pouvait vacciner la totalité de la population mondiale à 80%, comme on l'a fait en France, eh bien, ma foi, voilà, les risques de variants seraient quand même minimisés. Maintenant, voilà, je crois que c'est une des priorités. Il faut donner les moyens aux pays qui n'ont pas beaucoup de ressources de vacciner leur population. Ouais, ça aussi, c'est un sujet, oui. Voilà. Donc je crois que c'est important de le faire maintenant. Parfois, il ne s'agit pas d'une non-volonté, puisque tout le monde sait de quoi on parle maintenant. Même les résistants de départ, qui avaient les moyens de fournir des vaccins, se sont alignés. Et maintenant, on a quand même des pays qu'il faut vraiment soutenir. Oui, absolument. Je crois que c'est très, très important, oui.
Donc le variant, quand même, c'est lié à la fragilité d'un manque de vaccination sur un certain nombre de pays. Partiellement. Je dirais partiellement parce que en France, vous avez actuellement le virus qui circule, qui se multiplie. On peut aussi avoir un variant qui va arriver dans les populations qui ne sont pas vaccinées en France. Hein. Je veux dire, c'est pas... Ouais, et puis après, on peut se poser la question sur la durée de l'immunité, finalement. Pourquoi Alors, on est vacciné? Parce que... Alors voilà, très grande question. Très grande question. Et là, si vous voulez, on a actuellement à peu près 1 an de recul. Donc, qu'est-ce qu'on observe à 1 an de recul? On observe, il semblerait que l'immunité conférée par le vaccin a tendance à diminuer à partir de 6 mois. Surtout chez les gens fragiles, les gens d'un certain âge, au-delà de 65 ans, les gens qui ont des immunodépressions. Donc, c'est la raison pour laquelle on administre maintenant une troisième dose pour booster cette immunité. Donc, les études montrent que la 3e dose va booster substantiellement l'immunité. On le fait donc pour ça. Est-ce qu'on sera immunisé à vie après ce vaccin, par exemple, la 3e dose, s'il n'y a pas de variant nouveau qui arrive, ou particulièrement un variant qui pose des problèmes particuliers? On ne le sait pas encore. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas le savoir, on est à 1 an de recul. Il y a des bons éléments pour penser que je pense l'immunité sera quand même... En tous les cas, on maîtrise. Oui, on maîtrisera, je pense. Donc ça m'appelle à vous engager sur une conclusion, et vous amener sur une conclusion, pardon. Comment peut-on envisager l'avenir? Alors l'avenir, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on va tous, du fait de ce variant Delta qui est tellement contagieux, on va tous être en contact avec le virus en France. Si on ne l'a pas été, on va l'être. Et ce qui ne veut pas dire qu'on va attraper le Covid. Il y a plusieurs hypothèses. Soit on est en contact avec ce virus et notre organisme qui a déjà été vacciné va contrôler ce virus, le détruire avant qu'il pénètre dans l'organisme. Deuxième hypothèse, si votre immunité est, disons, moyenne, ce virus va quand même se développer en vous, mais vous allez faire des symptômes tout à fait mineurs, un petit rhume, rien de dramatique. Troisième hypothèse, chez des gens qui ont été vaccinés mais qui n'ont pas eu une bonne réponse immunitaire, ce qui est absolument rarissime, rare, effectivement un Covid plus sérieux. Bon, mais là on est quand même sur des cas extrêmes, très rares. Donc ça c'est chez les gens vaccinés. Maintenant chez les personnes qui ne sont pas vaccinées, on se retrouve dans le schéma où on était avant, c'est-à-dire qu'on aura 15% qui auront des formes sérieuses de Covid et 5%... Bon, l'avenir est plutôt positif. On rappelle quand même à la vigilance du port du masque, qui doit s'inscrire dans la durée, selon vos propos. Oui. Travailler le sujet sur les ventilations. Oui. Hein, si on doit résumer encore une fois. Absolument. Donc le plus grand respect des gestes barrières doit être dans la durée et doit complètement s'inscrire dans le comportement et les nouveaux comportements. Absolument. On se doit d'avoir tant qu'on n'a pas de réponse définitive. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y en aura un jour, une réponse définitive? En tous les cas, on a pris les moyens, on s'en sort plutôt pas trop mal. Oui. Voilà. Je suis personnellement convaincu qu'on est dans le bon chemin, là. C'est-à-dire que je pense que cette transmission du virus va diminuer substantiellement dans les mois à venir. Et que, donc, il faut se faire vacciner, c'est très important. Le plus de pourcentage de la population vaccinée, le moins de risques qu'on a que cette épidémie reparte de façon un petit peu inquiétante. Hein. Donc, il faut se faire vacciner, c'est vraiment le message. Il faut continuer à prendre des précautions. On peut reprendre une vie sociale quand même, parce que voilà, l'équilibre psychique est important aussi. Hein. Il faut reprendre une vie sociale, mais en étant quand même prudent. Merci, docteur Gilles Poumerol. Vous allez pouvoir avoir le plaisir de vous retrouver en room. Bien écoutez, c'est l'occasion pour l'ensemble des métiers de pouvoir échanger. Et on se retrouve juste après pour vos questions. Merci.